Tim Berners-Lee a inventé le web en 1989, il avait un petit cahier dans lequel il notait tous les sites qui existaient. C'était alors le seul moyen de parcourir le web. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un site se charge d'héberger cette liste. Mais tout était encore fait à la main. Et c'était un problème. Rapidement, il y avait beaucoup trop de sites pour pouvoir tous les ajouter un à un. Il fallait trouver un moyen efficace et viable de rechercher le web. Et il devenait clair que quiconque trouverait la meilleure solution créerait l'entreprise la plus influente de tous les temps. Aujourd'hui, on va recoder cette solution en une semaine. Perdons pas de temps. Projet réalisé en collaboration avec Costinger. Lien en description pour en profiter. Quand tu fais une requête sur Google, ce n'est pas Internet qui est recherché, mais une base de données gigantesque qui contient toutes les pages web que l'entreprise américaine connaît. Un site web peut y être référencé de deux manières différentes. La première méthode est similaire à ce que faisait AliWeb, qui est souvent considéré comme le tout premier moteur de recherche. À l'époque, il fallait que l'administrateur d'un site fasse une demande en décrivant son contenu et s'il était accepté, il était ajouté à la base de données d'AliWeb. Mais clairement, ça c'est dépassé. C'est vraiment juste au cas où ton site n'a pas été ajouté automatiquement à la BDD par la deuxième méthode qu'on va implémenter, le crawler. Un crawler, c'est un petit programme auquel on donne une page web, peu importe laquelle, celle qu'on veut. On va lui demander d'aller dessus, de récupérer le titre, les sous-titres, les métadatas, évidemment le texte, et d'ajouter tout ça à notre base de données. Ensuite, la partie la plus importante, on récupère tous les liens cliquables de cette page, en faisant le tri, évidemment. On veut que des URL valides ou des URL relatifs qu'on pourra transformer en URL valides. Tous ces liens, on va les rajouter à une file d'attente. Quand notre crawler en a fini avec une page, il en prend une nouvelle dans la file et le procédé se répète encore et encore. D'une page, on en découvre ainsi une centaine d'autres. De la centaine d'autres, on en découvre un millier d'autres. Et ainsi de suite. C'est exponentiel. Cette idée de crawler, elle vient pas de Google, mais d'un étudiant du MIT, Matthew Gray, avec son projet Wanderer en 1993. Son objectif était d'estimer le nombre de sites web qui existaient. D'ailleurs, les stats de son projet sont toujours disponibles. En 1993, il n'y avait que 623 sites et seulement 5% de sites commerciaux. Cette idée de crawler, elle est clairement révolutionnaire vu que 30 ans plus tard, elle est toujours utilisée par les moteurs de recherche. Alors si je vous demande qui a embauché ce brillant étudiant, vous devinez la réponse. Ok, revenons au code. On a les bases de notre crawler, mais pour l'instant, il est beaucoup trop long. À cause des requêtes. Chaque fois qu'on va sur un site, ça prend 2-3 secondes pour le télécharger, ce qui nous force à tout le temps attendre. On peut pas accélérer ces requêtes, mais on peut faire tourner plusieurs crawlers en parallèle qui se partagent la file des sites à explorer. Plus on en a, plus on référencera de sites chaque seconde. Mais maintenant, on a un autre problème. Si tous mes crawlers téléchargeaient les pages d'un même site, on enverrait un tas de requêtes au serveur qui l'héberge, ce qui pourrait éventuellement le faire cracher. Ça s'appelle une attaque DDoS. Et c'est illégal. Un avocat, ça coûte cher, du coup j'ai préféré créer un dictionnaire dans lequel j'ajoute chaque domaine auquel on a fait une requête, accompagné de quand elle date. Comme ça, mes crawlers sélectionnent dans la file d'attente uniquement un domaine pour lequel on a attendu assez longtemps. Et si aucun domaine n'est disponible, on attend avant de refaire une nouvelle requête. Et un autre truc qu'on doit respecter, certains sites ne veulent pas que les moteurs de recherche indexent certaines de leurs pages. Ces pages non référencées constituent le Deep Web. Pour indiquer leur volonté aux moteurs de recherche, tous les sites ont une page spécialement conçue pour cela. On y accède en ajoutant robots.txt à leur URL. Et comme on peut le voir, même Wikipédia a plein de pages qu'il demande à ne pas référencer. La partie parfois légale, sombre, à laquelle vous avez peut-être pensé, c'est le Dark Web, qui est une petite partie du Deep Web. Nuance. Bref, faut respecter tout ça, donc on le fait. On a presque fini, mais il y a un petit truc qui m'inquiète. La file d'attente. Elle se remplit très vite. Trop vite. Et je suis à peu près sûr qu'on aura rapidement plus assez de mémoire pour tout stocker. Alors on va créer une autre table dans notre base de données, juste pour elle, histoire d'être sûr. Sauf que faire une recherche dans une base de données, qui plus est avec des millions de lignes, c'est beaucoup plus lent que de faire une recherche dans une variable locale comme je le faisais avant. Et mon intuition me dit que ça va beaucoup nous ralentir. Du coup, j'ai créé une sorte de mini-file avec une variable locale. On la remplit avec la vraie file qui est dans la BDD, on l'utilise pour aller le plus vite possible avec nos crawlers, et quand elle est presque vide, on la remplit de nouveau. Ok, c'est prêt. Maintenant, on va avoir besoin d'un serveur VPS. C'est une sorte d'ordinateur que tu peux contrôler à distance. Alors, t'as que accès à la ligne de commande, mais pour du code, on n'a pas besoin de plus. J'en ai utilisé un pour mon bot Twitter Antifer, pour mes sites web ou encore mon bot Discord. C'est vraiment ce qui donne vie à un projet informatique, vu qu'on peut y faire tourner du code en continu. Ici, ce sera nos crawlers, et pendant qu'ils recherchent le web, je pourrai continuer d'être très productif sur mon propre PC. Ce sera aussi utile pour y mettre une API. Et ça, ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Le goulot d'étranglement de nos crawlers, c'est la vitesse à laquelle on fait les requêtes et le nombre de crawlers qui tournent en parallèle. Donc on a besoin d'un VPS avec une très bonne connexion internet et un CPU décent. 300 mégabits par seconde, 2 vCPU noyau, 8 Go de RAM, seulement 6,49 €. Bingo.
On va installer Ubuntu comme OS, on attend que ça se fasse et tout a l'air d'être prêt. 100 Go de disque, 2 Tera de bande passante. On remercie Hostinger, le sponsor de la vidéo, pour ce VPS de qualité. En ce moment en plus, c'est les soldes de janvier. 57% en moins sur les VPS. C'est clairement le moment d'en profiter si t'en veux un sur l'année. Utilise le lien que tu trouveras en description pour cela. Plus qu'à mettre le code sur le serveur et à le lancer. Ok, ça a l'air pas mal. J'ai laissé ça tourner quelques heures, suffisamment pour avoir plus de 20 000 pages web dans notre base de données. Et pour les curieux, il y avait presque 1 million de pages dans la file d'attente. Pour comparer à ce que stocke Google, évidemment, c'est ridicule. Mais eux, ils n'ont pas un serveur, ils en ont des milliers sur lesquels sont répartis leurs bases de données et leurs crawlers. J'ai ni l'argent pour avoir autant de serveurs et encore moins l'intelligence pour pouvoir gérer toute cette infrastructure gigantesque. Mais bon, pour notre expérience, 20 000, c'est assez. On va arrêter de crawler et passer à l'indexation. Cette étape va nous permettre de faire des recherches ultra rapidement en organisant notre base de données. Parce que là, pour l'instant, on a ça. Une liste d'URL, leur titre, le texte contenu sur la page, les liens contenus sur la page, et c'est tout. Et c'est très mauvais pour faire une recherche. Si on veut classer toutes les pages qui contiennent le mot coiffeur, il faut qu'on compte combien de fois le mot coiffeur apparaît sur chaque page. Donc on doit prendre la première URL, on compte le nombre de coiffeurs, on prend la deuxième URL, on compte les coiffeurs, et ainsi de suite. Et comme on a des milliers de documents, bah c'est assez lent. À la place, on voudrait avoir un index inversé, c'est-à-dire une deuxième table dans notre base de données qui contient tous les mots possibles, associés à une liste des URL dans laquelle ce mot apparaît ainsi que le nombre d'occurrences. Et là, dans notre recherche, on trouve le mot direct. Pour créer cette table, on va faire ce que j'ai décrit juste avant. On parcourt chaque URL, on regarde leur texte en notant les nouveaux mots dans un dictionnaire et le nombre d'occurrences pour chaque URL qui contient ce mot. L'avantage, c'est qu'on a à le faire qu'une seule fois. Pour mes 20 000 URL, ça a pris un truc du genre 1 minute. Pour obtenir les meilleurs résultats d'une recherche, on pourrait penser qu'il suffit de prendre les URL qui ont le plus d'occurrences pour chaque mot. Alors c'est pas bête, mais on a un gros problème avec ça. Dès que la recherche contient un mot ultra commun, nos résultats sont affreux. Par exemple, pour chercher le coiffeur, on compterait le nombre d'occurrences pour le mot coiffeur, ça c'est pertinent, mais aussi le nombre d'occurrences pour le mot le, qui est absolument partout, avec un nombre d'occurrences très élevé. Alors notre top résultat sera l'URL qui contient le mot le plus souvent, et ça, on s'en fout. Et on a un deuxième problème également. Admettons que j'ai une page gigantesque avec des milliers de mots et 5 fois le mot coiffeur, et une page plus petite avec une centaine de mots et 3 fois le mot coiffeur. On est d'accord que la deuxième page devrait être plus pertinente pour notre recherche, mais en comptant les occurrences, c'est la première qui gagnerait. Pour éviter ces deux problèmes, on va appliquer la méthode TF-IDF. Le TF est pour Term Frequency. On va calculer le ratio nombre d'occurrences divisé par le nombre de mots sur la page, et ce ratio permet d'éviter le deuxième problème que j'ai décrit. Le IDF veut dire Inverse Document Frequency. On va simplement calculer le ratio nombre de pages totales dans notre PDD divisé par le nombre de pages où le mot recherché peut être trouvé. Donc plus un mot est rare dans les pages web, plus ce ratio sera grand. Pour avoir le score final, on a juste à multiplier ces deux valeurs tout en ajoutant un logarithme à la partie IDF. Parce que sinon, elle serait trop importante par rapport à la partie TF. Et là, on a un classement où les premiers résultats ont un contenu pertinent par rapport à ce qu'on a recherché. Mais ce qu'on voudrait en plus de ça, c'est que les pages les plus intéressantes se démarquent. Mais comment on fait pour déterminer si un contenu est intéressant ou pas? La réponse se trouve dans ce document de 1998 écrit par Sergey Brin et Lawrence Page, les deux fondateurs de Google. L'idée est simple. Quand une page web a un lien vers une autre page dans son contenu, elle dit en quelque sorte « Hey, les infos sur cette page web sont intéressantes. Regardez-la ». Donc plus une page web est citée par les autres, plus elle sera intéressante vu que des humains ont fait le choix arbitraire de la conseiller. À partir de là, on peut se dire qu'il suffit de compter le nombre de liens qui pointent vers une page web pour savoir si elle est intéressante ou non. Sauf que non, car on peut abuser de ce système. Quelqu'un de malhonnête peut très bien créer plein de pages bidons qui pointent vers son site et hop, il se retrouve en haut de la recherche Google. Pour éviter ça, on va faire en sorte que les liens venant des sites qui ne sont jamais cités ailleurs ne valent pas grand-chose, alors que les liens des sites très populaires, eux, valent beaucoup. Et ça, on peut le faire avec cette formule, le PageRank, qui a permis à Google de vraiment se lancer. Il n'y a plus qu'à l'implémenter, on suit simplement la formule pour ça, puis on y combine le score TF-IDF calculé plus tôt pour obtenir une note finale pour chaque page de la recherche. On va aussi créer une API avec FastAPI pour que notre recherche soit disponible de n'importe où, avec un simple appel HTTP. Et évidemment, on va héberger ça sur notre VPS. Bon, par contre, j'oublie toujours comment configurer Nginx pour que mon serveur accepte les requêtes HTTP. Et heureusement, avec l'IA, j'ai un peu d'aide et je peux avoir ma config. J'ai juste à copier-coller ça et ça devrait être bon. Ouais, ça a l'air de marcher. Cette IA qui t'aide avec toutes les tâches de ton VPS, elle est incluse gratuitement avec l'abonnement Hostinger dont je te parlais un petit peu plus tôt. Et en plus, il protège ton serveur des attaques DDoS, ça aussi ça inclut
J'ai rien eu à faire et c'est plutôt pratique. Ok, l'API, c'est réglé. J'aimerais maintenant créer un site qui l'utilise pour y mettre une page de recherche pour qu'on puisse enfin tester tout ça. Et en plus de ça, j'en profiterai pour faire quelques pages qui présentent le projet, histoire d'avoir un souvenir. De toute façon, créer un site, c'est rapide avec WordPress. Et ça l'est d'autant plus quand on utilise Hostinger pour l'y héberger. Ce que j'aime vraiment chez eux, c'est que tu as tous les outils nécessaires au même endroit. Ça te facilite la vie. Mon VPS, c'était chez eux. Le nom de domaine pour notre site, je l'ai pris chez eux en quelques clics. Et non seulement il est gratuit avec le plan business que j'utilise, mais en plus, ils vont automatiquement le lier à mon site WordPress. Il n'y a vraiment qu'à se laisser guider par Hostinger pour faire notre site. Tu choisis un thème, tes identifiants, un modèle de base pour ton site, et ensuite, avec le plan business, et c'est pour ça que je l'ai pris, tu as une IA WordPress à qui tu peux décrire ton projet et qui te créera automatiquement des pages liées à celui-ci. Pratique pour gagner du temps, regarde un petit peu tout le contenu qu'elle a pondu. Le plan business est le meilleur rapport qualité-prix selon moi, rien que pour ça. Évidemment, tu peux toujours modifier le site par derrière avec WordPress. C'est simple comme bonjour, en 3 clics et 10 minutes, j'avais mon site web de fini et pourtant, on dirait que j'ai bossé dessus plusieurs heures quand on voit le résultat. Pour la page de recherche, je vais faire comme Google, un logo et une barre de recherche. Du coup, il me faut un logo. Bah, ça tombe bien, Hostinger a une IA créatrice de logo. J'ai juste à décrire mon projet et j'en obtiens un. Quand je te dis qu'ils font tout Hostinger. Pour le reste de la page de recherche, j'ai utilisé du code HTML et JavaScript custom pour faire appel à mon API. Je te montre le résultat final de cette page dans un instant. Mais d'abord, je te rappelle que c'est les promos de janvier chez Hostinger. Moins 79% sur l'hébergement. Profites-en en sélectionnant le plan business, choisis une durée supérieure à 12 mois, c'est ce qui vaut le plus le coup et ce qui te permettra d'avoir 10% supplémentaire quand tu ajouteras le coupon V2F au moment de payer. T'as un mois pour te faire rembourser si jamais ça te plaît pas, donc n'hésite pas. Bon, il est temps de tester notre moteur de recherche. Emmanuel Macron. C'est instantané. Quel plaisir! Et avec le PageRank, on n'a que des sites bien réputés. Alors j'ai surtout crawlé des sites d'actualité et Wikipédia, c'est surtout concentré sur l'actu. Et bordel, la vitesse, je suis vraiment content de ça. Alors évidemment, Google, ils vont encore plus loin que ce que je t'ai montré aujourd'hui. Il y a pas mal de différences. Leur crawler récupère beaucoup plus d'infos. Les images, par exemple, pour faire Google Images, la localisation du site pour te montrer les coiffeurs près de chez toi, ou encore le temps de chargement du site web. Et si tu as une vitesse vraiment faible, ça va avoir un impact sur ton classement. Nous, on a aussi crawlé puis indexé. Ça, c'est ce que faisait Google à leur début, mais de nos jours, ça crawl et ça indexe en continu et en parallèle. Ça leur permet d'avoir les dernières nouvelles et de mettre à jour les pages web dont le contenu a changé. Enfin bref, nous, on a une version Eco Plus, mais qui marche et avec les principes les plus importants. Moi, je suis plutôt content. Sur ce, abonne-toi.